Beam FM. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Encore une fois, bienvenue à tous à venir dans ce numéro de Mirador, la prise de parole du président de l'OGDH. Dans cette émission, on parlera ensemble des assises nationales dont les termes de référence sont désormais connus, de quoi répondre aux interrogations persistantes de bon nombre d'acteurs politiques et sociaux. Et puis le président du RPR, Yabati Doré, s'exprime également chez nous ce matin. À sa suite, ou peut-être ensemble, on entendra Almami Sekousouma, vice-président de l'UDRG. Tous les deux se prononcent sur la marche de la transition. Mais avant tout ceci, on s'intéresse à la visite du procureur général Charles Wright, l'ancien juge de Dubreka, s'est rendu au domicile de la femme enceinte morte à Keitaya à la suite de violences physiques et sexuelles. On en parle avec vous, Basekou. Oui, effectivement, comme vous le dites, Tarissatou, le procureur général près la cour d'appel de Conakry, Alphonse Charles Wright, est effectivement rendu hier à Keitaya, dans la commune urbaine de Dubreka, pour d'abord aller présenter les condoléances, notamment à la famille de cette dame morte de façon atroce, puisqu'elle a été attaquée à l'aide d'un couteau par un homme, par un jeune qui a été présenté comme un malade mental. Tout cela reste à prouver. Et il y a une vidéo de lui qui circule sur les réseaux sociaux où des agents apparemment sont en train de l'interroger. On lui demande comment il s'appelle, mais il ne dit pas un mot. Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc tout cela reste à vérifier. Donc il s'est rendu en compagnie des membres de son parquet pour d'abord présenter les condoléances, mais pour porter 2 ou 3 messages essentiels. Le premier message, c'est de dire qu'on ne répond pas à un crime par la violence, et ça c'est important, parce que si un tel message n'est pas passé par le procureur, par ce procureur, donc qui poursuit, donc qui représente les intérêts de la société, eh bien il y a des gens qui sont tentés dans l'entourage, notamment de la dame morte dans des conditions assez difficiles, après même le témoignage vraiment de cette fille qu'on a vue sur les réseaux sociaux, eh bien de se rendre justice. Donc d'abord, c'est de dépassionner le débat, c'est de permettre à ce que la justice aille au bout de son travail, puisqu'on apprend aux dernières nouvelles que le jeune qui est le fils du concessionnaire, donc qui avait l'habitude de prier dans la maison là-bas, qui était souvent avec la famille, avait pris la poudre d'escampette, mais il a été finalement arrêté par les services de sécurité. Donc en ce moment, il est en train d'être auditionné, même si on apprend qu'il ne souhaite pas dire mot sur ses intentions, parce que on lui prêterait notamment d'être quelqu'un de forcené, d'être un malade mental, donc qui n'a pas toutes ses facultés. La deuxième chose, le deuxième message qu'il a porté, il a également assuré la famille que la justice donc s'est saisie du dossier, et que tout sera fait pour que justice soit rendue dans cette affaire, parce que vous le savez très bien, dans l'opinion, c'est une affaire qui a choqué, qui a indigné. Ça choque, voilà, ça choque l'opinion. Moi, j'ai eu le cœur meurtri, dévasté, avec vraiment tout ce qui est arrivé, les conditions dans lesquelles cette dame a trouvé la mort. Dans une société juste, on ne peut pas laisser passer de telles choses. Et puis pourquoi il y a cette mutation aujourd'hui de notre société? Pourquoi de tels crimes aujourd'hui sont commis dans notre société? Je pense qu'il y a beaucoup de questions. Ils sont juste médiatisés. Sinon, les crimes, oui, mais c'est qu'il y a beaucoup de questions à se poser, et finalement il a trouvé donc une enveloppe symbolique de 2 millions pour le prix du lunch, donc il a laissé à la famille, et il a pris des dispositions également pour sécuriser la famille donc de cette pauvre dame qui a été tuée dans des conditions assez difficiles. Alors moi j'ai deux choses à dire concernant ce qui s'est passé. La première chose, c'est qu'il faut renforcer la législation en ce qui concerne le viol et puis toutes les formes donc de violence aujourd'hui en Guinée. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce sens. Si vous prenez le projet, vous prenez des ONG de défense des droits humains qui ne cessent donc de dénoncer. La brigade de protection des personnes vulnérables. Donc qui se battent concrètement sur le terrain pour dénoncer, pour porter ces dossiers devant la justice. Et il appartient à la justice donc de prendre ses responsabilités, notamment pour dire le droit
parce que lorsque le droit est dit, ça permet donc de dissuader d'éventuelles, notamment personnes qui tentent donc de commettre de tels actes. Donc dans l'entourage aujourd'hui, c'est l'indignation. Je ne sais pas comment cette petite fille qui a raconté tout ce qui s'est passé, je ne sais pas avec quelle image elle va grandir. Pour l'instant, elle ne se rend pas compte, mais elle risque d'être traumatisée. Oui, mais elle va se rendre compte. Et puis, il y a une sorte de méfiance aujourd'hui. Les gens ont totalement peur. Donc, il appartient, à mon avis, au service de sécurité également, de prendre toutes les dispositions pour assurer la population guinéenne. Mais lorsque, je termine, lorsque quelqu'un est présenté comme un malade mental, il est de votre responsabilité, de la famille, de prendre des dispositions. Parce qu'en attendant en attendant qu'on ait tous les éléments liés à l'enquête, si cette hypothèse s'avérait vraie, ça veut dire que la responsabilité de la famille est engagée, parce que lorsque vous avez un malade mental de ce genre, et bien qui est capable vraiment de se jeter sur les gens et que vous ne prenez pas votre responsabilité de le mettre en sécurité, je pense que dans cette affaire, si cette hypothèse s'avérait vraie, c'est que la famille de ce jeune doit être interpellée, le concessionnaire doit être interpellé et tout son entourage autour en tout cas de cette affaire. Il faut donc remercier le procureur donc, qui s'est déplacé, qui s'est rendu sur le terrain. Ça rassure notamment l'entourage de cette dame qui est aujourd'hui, qui se sent, à mon avis, concernée par cette affaire. Emmanuel, on ne s'est pas remis du cas Massila et c'est cette affaire qui tombe sur nos têtes. C'est quand même assez choquant. Hein? Non, mais c'est plus que choquant parce qu'on a finalement l'impression que notre société est en train d'aller dans un sens, en tout cas moral, qu'on ne maîtrise plus. C'est vrai, les crimes, ils ont toujours existé. Maintenant, ils sont de plus en plus médiatisés et ça donne l'impression qu'ils sont aujourd'hui plus intenses qu'ils ne l'étaient hier. Mais je pense aussi que la société, justement, doit pouvoir s'adapter à ce type d'évolution. Parce que quand on voit que l'on sort justement d'un cas comme celui de Massila et qu'on vient retomber dans un autre, qui n'est pas encore jugé, hein? C'est une femme enceinte, il faut le rappeler, qui est poignardée, violée, qui trouve la mort dans cela, c'est quand même... Non mais à la limite, ça dépasse le choc. Y compris son enfant. Ce monsieur, il vient de tuer 2 personnes et il vient de traumatiser un autre enfant. Parce que j'ai vu le témoignage de l'enfant qui dit même que c'est la petite fillette, qui dit que c'est elle-même qui a sorti le couteau du ventre de sa mère. C'est quand même... Elle va vivre avec cette image. Ouais. C'est extraordinairement traumatisant. Le cas du jeune qui est dit être malade mental, j'espère, en tout cas j'ai envie d'y croire, mais je me demande, est-ce qu'un malade mental fuirait après avoir pris la conscience d'un tel crime? Parce qu'un malade mental commettrait un tel crime et il resterait sur place. Mais s'il a fui, non, la plupart du temps, pas forcément. Je sais qu'un malade mental n'a pas conscience de ce qu'il a fait. Et quand vous n'avez pas conscience de ce que vous avez fait, vous ne savez pas ce que vous ferez après. Je présume. Parce que si vous êtes malade mental, vous ne savez pas que en fait, ce que vous venez de commettre est un crime. Ce sont des circonstances atténuantes qui ne passent pas. Donc vous n'avez pas de raison de fuir parce que vous pensez, vous ne savez pas que vous avez fait du mal. Mais s'il a eu la conscience de fuir, c'est qu'il a eu il a eu conscience du tort qu'il a causé. Et ça veut dire que quand il le causait, il avait peut-être sa conscience. Je pense que c'est un argument qui ne devrait pas passer. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est quoi? Il faut peut-être qu'on aille à un moment vers une sorte de spectacularisation de la justice. Parce qu'on a l'impression en fait que la justice guinéenne ne fait rien, alors qu'en réalité des cas sont jugés tous les jours dans les tribunaux. Effectivement, mais si des cas de viol. Si ça se reproduit à longueur de journée, c'est parce que peut-être dans la mentalité finalement, les gens se disent que ce n'est pas puni. On a vu le cas par exemple avec le procès des gangs, Mathias et tous les autres, ça a servi de leçon, c'était une leçon à l'époque sur le crime. Je pense qu'il faut remettre cela aujourd'hui pour que les gens voient qu'effectivement de tels crimes, ils sont punis. La médiatisation quoi, de certains procès. Nous y revenons dans un instant. Nous marquons une pause pour nos obligations commerciales. On se retrouve juste après pour continuer Mirador. Vous aviez la parole, Lincoln. Emmanuel, plutôt, vous disiez qu'il faut durcir peut-être la législation. Je pense que la législation, elle est déjà dure, hein, parce que déjà le viol est criminalisé. Donc, poursuivi au pénal. Plus spectaculaire. Voilà, ce que je disais, c'est de faire justement des procès de ce genre-là, de vrais cas d'école, comme on l'a fait avec le procès des gangs. Parce que à l'époque, le banditisme, il faut pas l'oublier, avait quand même pris des proportions où personne n'était en sécurité. Mais le procès des gangs, quelque part, a servi
de leçons d'éducation à la citoyenneté, et il faut qu'on reprenne peut-être cela avec les cas les plus graves, les plus extrêmes, comme des cas de ce genre ou celui de Massila, qu'on les spectacularise, qu'on crée une vraie publicité autour, pour qu'au-delà de la punition qui est infligée, la société sache non seulement que la justice punit ces actes et qu'elle les punit sévèrement, mais aussi que ça renvoie un message comme quoi aux autres, les candidats à de tels actes, voilà ce qui pourrait vous attendre. Mais là, on a l'impression, vous avez encore des Guinéens qui pensent que des viols, des cas de ce genre aussi extrêmes ne sont pas sévèrement punis, parce qu'ils se disent, dans quelques jours ou dans quelques mois, le gars il va se retrouver dehors. Il faut qu'on rassure l'opinion. Il faut qu'on montre qu'effectivement, les cas sont traités avec la plus grande fermeté, et que, à travers par exemple un procès télévisé, que cela serve de leçon non seulement pour tout le monde, mais aussi que ça renforce le sentiment de crédibilité de la justice. Et cette fois aussi, on est allé loin, il faut le dire nous. Très loin, parce que, vous savez, au-delà du crime qu'ils ont dénoncé et qu'il faut effectivement dénoncer, le monsieur qui a tué ces 2 personnes et qu'on dit aujourd'hui être déréglé mental, il y a aussi le comportement quand même des agents de la santé, les médecins qui ont reçu la dame et qui ont exigé une autorisation de la sécurité. Je pense que si une telle norme est imposée aux médecins, il faut revoir c'est la démarche, parce que c'était un cas de viol quand même. Pour pouvoir sauver d'abord une vie et peut-être trouver la paperasse par après, parce que je ne sais pas si vous avez lu ou écouté le témoignage du mari de la dame, qui explique qu'il est venu, qu'on lui a dit d'aller d'abord demander une autorisation de la police et ensuite payer 1 750 000 francs avant de s'occuper d'une dame qui avait même des blessures dans son vagin. Je pense que c'est extrêmement sensible pour une personne qui accompagne, qu'on lui dise non, il faut payer ça, il faut donner un tel document, alors qu'il y avait du sang qui coulait. Je pense qu'il faut de ce côté-là penser à la vie humaine et ensuite trouver les autres aspects, surtout par rapport à l'argent qu'on paye. Et s'il y a une autorisation, je pense que pendant qu'on est en train de prétendre tout refonder, c'est un aspect qu'il faut revoir. Il faut penser à la vie. Et pour ce qui est du monsieur, moi je pense plutôt à un argument qui pourrait peut-être le disculper. Sinon, je ne vois pas comment une dame qui voit un déréglé mental vers elle pourrait en tout cas attendre et ne pas appeler au secours avant qu'il s'attaque à elle, parce que dans les villages, dans les villes, dans les zones où il y a des personnes de ce genre, dès qu'elle est aperçue, il y a des cris. On sait que c'est des gens qui peuvent faire mal. J'ai l'impression que probablement il a commis l'acte, et il ne faut pas exclure une possibilité que les 2 familles s'entendent sur cet argument pour dire qu'il avait des problèmes. La dame est déjà partie. Peut-être qu'il faut penser à sauver celui qui est là. Allez-y. Peut-être qu'on me dira qu'il n'y a pas de justice pour les fous dans ce pays, mais il y en a, hein. Il y en a. Si ce monsieur est libre de ses mouvements, il est déréglé mental, il faut le mettre au cabano. Là-bas, c'est sa justice, c'est sa prison, jusqu'à ce qu'il soit guéri. Un point, c'est tout. Mais c'est pour dire à tous les pervers qui se promènent dans la cité qu'il y a des maisons closes un peu partout dans ce pays. Des maisons closes ouvertes. Je sais de quoi je parle. Mon ami Mohamed Kaba ne dira pas le contraire. Allez-vous là-bas. Non, attendez. Emma, je suis vraiment au sérieux. Écoutez. Mais Emma, nous sommes des journalistes. Nous savons ce qui se passe. Comment tu peux provoquer Kaba ce matin? Non, parce qu'il est noctambule comme moi. Mais le monsieur, il se repose à ce moment. Oui, il se repose, mais il nous écoute. Informons les citoyens. Il y a des maisons closes, ouvertes dans tout le pays. Mon petit frère sait de quoi je parle. Quel non, frère, Marouane Kamara. Ah d'accord. On enquête ensemble. C'est vrai. Non, écoutez. C'est vrai, je l'ai une fois accompagné. Non, c'est que je dis. Mais sauf que c'est pas légal. Je ne crois pas que ça soit légal. Non, si, écoutez, il y a des professionnels de sexe dans tout le pays. Écoutez,
Il y a aujourd'hui... Non, attendez. Des gens partent tomber sur des filles de 6 ans, de 3 ans, mais même 2 mois. Mais c'est de la folie, ça. C'est pourquoi j'ai dit que ces maisons closes-là sont là pour ça. Il y a des professionnels de sexe. Vous venez vous négocier avec elles. Il y a même 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Pourquoi vous partez tuer la femme des autres, les enfants des autres? Vous les violez. C'est pas sérieux. Moi, je pense que il faut qu'il y ait des sensibilisations pour montrer à tous les citoyens qu'en cas de besoin, il y a des endroits où on peut aller se servir au lieu de commettre des actes de crime. Ce que je dis, ça paraît peut-être amusant, mais c'est de l'information. Nous sommes des journalistes. Il faut qu'on porte la connaissance de ces gens-là. Que ces endroits existent, même pas des maisons. Il y a des filles parfois arrêtées, des professionnels de sexe. Attention, il y a des enfants qui nous écoutent. Hein, Oui, non, mais nous, vous savez, le problème de l'Afrique, c'est quoi? Si vous ne parlez pas du sexe avec vos enfants, ils vont commettre l'irréparable. C'est pourquoi il y a beaucoup aujourd'hui de grossesses non désirées. On refuse d'aborder le sexe avec les plus petits. C'est très important. Nous sommes dans une société moderne. Donc, informons les citoyens, puisque le cas de viol dans ce pays devient pratiquement une maladie. Écoutez, en ville, il y a 2 ou 3 ans, c'est un pêcheur qui a violé un bébé de 3 mois avec son doigt. Vous imaginez? Les attouchements. Les attouchements sexuels. Un bébé de 3 mois. Mais si on ne dit pas à ces gens où aller se servir en cas de besoin, je crois que le viol va continuer. Je sais qu'on ne va pas quand même aller jusqu'à castraciser les violeurs, mais il faut faire autre travail, tel que par exemple rendre les audiences publiques pour dissuader, en tout cas ceux qui sont peut-être prêts à aller dans ce sens, ou leur montrer des endroits où il faut aller se servir en cas de besoin. Trop c'est trop, et tout ce qui est trop est mauvais. Les femmes vraiment souffrent beaucoup dans ce pays. On ne parle pas les vieilles. Rappelez-vous l'autre fois, c'était à Mamou, où une vieille de plus de 78 ans a été violée par un jeune. Et les vieilles, et les enfants, et les nourrices, les femmes enceintes, personne n'est à l'abri. Mais arrêtez quand même. On va créer, en tout cas faire une campagne d'information pour les pervers, pour leur montrer où aller se servir en cas de besoin. Sinon, franchement, notre société va complètement à l'envers du décor. Marouane, il est temps quand même de prendre des dispositions. Hein? Il y a des dispositions un peu partout. Emmanuel il faut peut-être les rendre encore plus sévères. Je pense que, vous savez, la question du viol... Ou peut-être les changer, carrément. Non, pas forcément. Vous savez que c'est un phénomène de société. Le viol a toujours existé. Et vouloir l'éradiquer peut-être à travers la législation, je pense qu'on n'y arrivera pas. Ce n'est pas quelque chose qui date de notre époque. Cela a toujours existé, cette pratique. Mais ce que moi, je n'arrive pas à comprendre, peut-être c'est ceux qui veulent culpabiliser forcément le jeune du côté de Kitaya. Je ne suis pas dans cette posture peut-être de vouloir le disculper maintenant, mais ce qui est sûr, pour un homme conscient, normal, qui jouit de toutes ses facultés, c'est quand même c'est difficile de comprendre qu'un tel jeune pourrait quand même vouloir satisfaire ses besoins avec une femme de 18 mois. Donc je ne douterai pas de l'état mental du jeune. Je sais non, Marouane, c'est facile. Oui, je sais non, que c'est facile. Non, c'est facile. Non, c'est facile. Non, c'est facile, Marouane. Oui, honnêtement, c'est facile. Parce que, non, mais vous avez quelle preuve? Non, je dis. Mais vous avez quelle preuve? Sur la base de simple déclaration, vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas dire que ce jeune qui est venu, qui a pris le temps d'observer, qui a pris le temps d'observer, parce que ce n'est pas seulement ça, il a pris le temps d'observer. Il sait le moment pendant lequel le mari et la femme n'est pas à la maison. Ça, c'est un deuxièmement. Quelqu'un qui commet un tel acte, comme l'a dit Emmanuel, si c'est un malade mental, je ne pense pas qu'il aurait pris vraiment la coupe d'escampette et qu'il aurait été après arrêté, à mon avis, par les services de sécurité. À mon avis, ce sont des circonstances atténuantes. Peut-être qu'il peut y avoir des pertes de mémoire, des pertes de conscience, mais je ne crois pas. La thèse... C'est juste une coïncidence avec le départ du mari du foyer. Mais ce qui est sûr, si le monsieur voulait parfaire peut-être son crime, il aurait commis le crime sans la présence de la fille, de la femme qui a été violée. Donc dans ce cas, je pense qu'il faudrait aussi être très prudent. Il pourrait y avoir de manipulation dans ce que vous êtes en train de faire. Ou dans ce que vous êtes... Oui, aucun crime n'est parfait, je suis d'accord. Mais ce qu'il faudrait saluer dans cette démarche, c'est la promptitude même du
procureur de la République. Avant, dans un passé récent, on avait des procureurs qui avaient tendance à défendre que la République. Quand je parle de République, donc il n'y a que des ministres et le chef de l'État. Mais cette fois-ci, on sent le procureur dans son vrai rôle, qui est le défenseur de la société. Pour une première, à ma connaissance, je ne dirais pas peut-être que ça n'a jamais existé, mais à ma connaissance, c'est une première qu'un procureur de la République fasse le déplacement dans une famille qui a connu un cas de viol. C'est une première. Et d'ailleurs, vous avez vu le procureur, l'état dans lequel il se trouvait et les mots qu'il a utilisés pour apaiser la douleur de la famille. C'est suffisant, même si après la justice se fera. Mais le comportement qu'il a adopté, je pense que le procureur Charles White, pour une première, il faut quand même lui dire félicitations. Et on estime que cela ne va pas s'arrêter comme ça. Il pourra peut-être aller plus en profondeur parce qu'il a même demandé à la famille de ne pas se rendre justice, de laisser à la justice de faire son travail. Donc c'est de cela qu'il s'agit et je tire un chapeau pour lui et félicitations au procureur Charles White. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce crime qui a été commis à Keitaya et qui choque l'opinion en Guinée. Avant de parler des assises nationales,